Bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Maïssa Babou, qui est économiste, professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avec lui, nous allons aborder les différents points de l'actualité économique, notamment la visite du roi du Maroc au Sénégal, le classement du Sénégal dans le Doing Business et la dernière actualité qui est la victoire de M. Donald Trump aux États-Unis, notamment au plan économique, bien sûr. Monsieur Moussa Babou, le roi du Maroc vient d'effectuer un séjour de 3 jours au Sénégal pour renforcer bien sûr les relations entre le Sénégal et le Maroc. Mais dans cette coopération économique-là, que gagne réellement le Sénégal? En fait, il faut d'abord souligner que quand même, comme j'ai entendu dire un responsable, Ousmane Gom pour ne pas le citer, pour ne pas le nommer, que les États, en fait, il n'y a pas de deuxième patrie. Le Maroc est un État qui cherche à se développer. Par conséquent, le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest constituent, pour en tout cas la stratégie marocaine, des cibles appropriées. Des cibles par la faiblesse des managers de ces pays-là, par le manque de champions et par la faiblesse des ressources de ces États qui acceptent toutes les propositions financières, sans très souvent faire attention. Et depuis quelque temps, depuis 4 ans même, on peut dire que le Maroc a adopté une stratégie à la chinoise. Le Maroc, c'est tout de même une très grande économie. Et parce qu'en dehors de l'Afrique du Sud, le Maroc peut se positionner comme l'un des plus grands pays sur le plan économique. Parce qu'au Maroc, tout se compte par dizaines. Tout se compte par dizaines. Donc le Maroc a effectivement la matière pour venir faire ce qu'on peut appeler aussi tristement une colonisation économique. Pour le Sénégal, le cas spécifique du Sénégal, effectivement, le Maroc a fait une percée énorme. C'est vrai que les relations étaient bonnes sous Abdoulaye Wade. On a même par le passé eu ce qu'on a regretté, c'est-à-dire une compagnie aérienne maroco-sénégalaise qui a échoué. Mais le Maroc est revenu en force avec sa première banque à Tijari qui est là et qui fait de très grandes choses avec des compagnies d'assurance. Mais en plus de tout cela, le Maroc est en train quand même de nous prendre le BTP aussi. Et j'imagine que sur le plan commercial, parce que c'est un pays très agricole, la massification aussi des échanges sur le plan agricole, les céréales et les fruits, et ne seront pas en reste. Bref, hier j'ai entendu un Marocain de la délégation dire même que dans l'université de Diamniadio, ils auront presque un institut à l'intérieur de cette université. Et ce qui sera regrettable parce que nous sommes en train de faire ces formations-là au Sénégal depuis Matousalem. Et le Maroc, sur le plan de la formation, n'est pas plus nanti que le Sénégal. Nous sommes peut-être en Afrique de l'Ouest, en tout cas les 2 pays les plus formateurs. Bref, tout ceci pour dire que c'est le Sénégal qui doit faire très attention. Parce que le royaume chérifien a besoin de développer des entreprises locales qui sont saturées sur le plan, en tout cas, du business local. Par conséquent, il nous faudra peut-être, certes, coopérer, mais faire une coopération intelligente, parce que quand même, nous prendre le bâtiment, alors que nous avons de la compétence, nous avons quand même des champions dans ce domaine-là. Et vouloir aussi nous imposer un système financier qui demain sera peut-être l'un des meilleurs dans notre pays, constitue en fait, en tout cas un socle pour quand même nous tenir et tenir presque la moitié de notre économie, même si on ne les entend pas trop dans l'extraction minière. N'oublions pas que le Maroc est un très grand pays de mines, parce qu'il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine de types de mines au Maroc. Deuxième ou troisième phosphatier du monde avec de l'or. Il n'y a peut-être que le diamant qui n'est pas très en vue au Maroc, mais ils ont l'expérience en tout cas de percer
et notre économie. Et ce que le roi Mohamed VI fait n'est pas plus qu'une diplomatie économique pour mieux booster les entreprises marocaines, en souffrance certainement, faute de marché élargi. Bon, pourtant, le patronat sénégalais avait dénoncé une fois ici le fait que le Maroc est vraiment une emprise surtout sur le BTP sénégalais. Et ça ne booste pas l'économie sénégalaise. Mais pourquoi nos autorités toujours s'entêtent vraiment à vouloir en tout cas donner des faveurs au Maroc au détriment bien sûr du patronat sénégalais? Oui, c'est le code des investissements qui est le problème. Parce que dans ces pays-là, le Maghreb, beaucoup plus en Tunisie et Égypte, qui sont plus, en tout cas, tenaces sur ce plan-là, mais aucun étranger ne peut monter ou gagner des projets d'envergure si elle n'est pas liée à une entreprise locale, avec un minimum, je crois, de 51% pour l'entreprise locale. Nous avons un code d'investissement extrêmement ouvert, où tout est permis. Et devant l'urgence, je mets des guillemets, parce que depuis 2012, ils nous chantent cette urgence-là, ils ne prennent même pas encore la peine très souvent de faire un appel d'offres, sous prétexte qu'il y a dans le code quelque chose qui le permet. C'est ce qu'on appelle l'offre spontanée. Donc, c'est trop facile de venir dire, ouais, moi j'ai de l'argent, je suis prêt à prendre Diamniadio, je le fais, on dit, ah, on applaudit. Parce qu'en fait, donc il y a un problème de gouvernance de façon globale, il y a un problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'ose pas, on ne veut pas avoir cette autonomie-là qui nous permettrait quand même de mettre en avant les entreprises sénégalaises. Je ne peux pas dire que le Sénégal est beaucoup trop fragile devant peut-être un pays comme le Maroc. On peut le dire devant la France, on s'agenouille très souvent. Devant les Américains, là aussi très souvent, on permet tout. Mais bon, avec des entreprises quand même marocaines et quelle que soit aussi de la nationalité, même chinoise, avec le Toba qui n'a pas d'appel d'offres, avec, je crois, le rail là qui risque d'échouer entre les mains de la France, je crois. Voilà quoi, je crois qu'il faut indexer le code des investissements, corriger le code sur plusieurs aspects. Un aspect de participation nationale à tout projet, tout appel d'offres, par exemple supérieur à 1 milliard, voilà, à 5 milliards. Peut-être, il faut mettre peut-être quelques... Permettre à des entrepreneurs nationaux, mais de type, je veux dire, qui sont dans des régions, quand même de profiter de ces marchés régionaux en mettant peut-être le cap sur un plancher de jusqu'à 500 millions, on ne sort pas de la région. Pour en fait, voilà, pour que ces entreprises au niveau de ces départements puissent aussi gagner ces petits marchés, parce que 500 millions, c'est pas costaud. Il faut corriger, je crois, au niveau aussi du transfert de technologie. Parce que généralement, une entreprise peut gagner un marché, même à 100%, on est marocain, on est français, il n'y a pas de problème. Le fond du problème, c'est qu'ils ne nous font pas bénéficier donc, du transfert de technologie. C'est-à-dire que, parce que les Chinois travaillent la nuit. Personne ne sait comment un Chinois peut monter, par exemple, une fenêtre. Personne ne le sait. C'est presque... on peut penser que souvent ce sont des magiciens. Ce ne sont pas des magiciens. Ils cachent leur technologie. Regardez comment la France a vendu et retiré 2 bateaux de guerre à la Russie. Uniquement parce qu'ils veulent cacher cette technologie-là. Donc moi je crois que dans le code, on doit faire des corrections pour quand même s'approprier, c'est vrai, l'appui financier et technologique des autres, je suis bien d'accord, mais qu'on protège quand même le secteur national. Parce que faire une route et des ponts, mais tout le monde sait que les Sénégalais savent le faire.
Quand il faut un crédit de même 500, de même 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards, moi je crois que nos banques locales doivent être capables par année de dégager quelques 5 milliards, 5 milliards pour quand même aider nos entrepreneurs à se sortir de cette difficulté financière-là. Bref, donc nous avons peut-être un problème simplement de gouvernance à ce niveau qu'il faudra corriger à mon avis. Parlons un peu du classement du Sénégal dans le Doing Business. Récemment, notre pays a effectué un bond dans le classement du Doing Business. Comment vous appréciez un tel résultat? Est-ce que ça témoigne en tout cas, un bon climat des affaires? La première remarque, c'est que franchement, souvent je suis un peu sidéré parce que je ne crois pas à ces outils-là. Je crois que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont plus à faire pour nous aider que de nous donner des sucettes de ce type-là. Classement de ceci, classement de cela. Parce qu'en fait, dans le fond, le Sénégal, les pays, en tout cas, beaucoup de ces pays-là qui ont des problèmes au-delà de l'aspect administratif, qui est malheureusement plus pris en compte dans le doing business. L'aspect administratif de création, par exemple, ce qui nous a donné des points la dernière fois, c'est un peu dans l'aspect de l'information sur le crédit. Mais quand bien même il y a une information sur le crédit, est-ce que le crédit est accessible? L'entreprise vit de quoi? Moi, mon doing à moi, c'est en fait le coût de production d'une entreprise. La survie, ce n'est pas la création rapide ou la disparition rapide. Non. La survie d'une entreprise, ce sont les consommables et les consommations. Il y a l'énergie qui coûte très cher, l'eau et l'électricité. Le Sénégal est le pays le plus cher en termes de location. Et ça fait tomber tellement de PME. Prenez simplement l'exemple des salons de coiffure. Quand on est sur une avenue, mais vous êtes à 300 000, 500 000 francs de location. Plus de l'eau et l'électricité, vous êtes à 700 000, 800 000 maintenant. Vous ajoutez quelques 4 salaires, vous êtes à 1 500 000. Quel est le salon de coiffure qui peut s'assurer un marché de 1 500 000 avec des têtes de 15 000 à 20 000 francs? Vous voyez, en fait, voilà des modèles donc, qui tuent. Et au lieu d'aller vers l'essentiel, on ne le fait pas. Et ce qui me révolte dans cette gymnastique-là qu'on nous fait faire, c'est que quand nous gaspillons de l'argent, la banque ne dit rien. Le FMI et la Banque mondiale qui nous font ces classements-là ne disent absolument rien. Hein, vous mettez n'importe quelle structure en place, celle de Djiboka, la CTT, vous mettez de l'argent, vous augmentez tout, la banque ne dit rien. Et attend simplement de nous dire que oui, vous êtes 25e dernier ou bien vous avez gagné 3 places dans le doing business. Moi, je crois que ce sont des outils quand même que je considère comme des sucettes. Avec quoi on va, les petits nègres vont jouer. Et quand bien même nous ne sommes pas dans le top 100, ce qui est une catastrophe, je crois qu'on ne devait même pas sortir au-delà de 100. Les autres pays ne devaient même pas sortir. Il fallait mettre le top 100 point final. Parce que si aujourd'hui nous sommes classés à côté de la Gambie, ce n'est pas une honte, la Gambie est un pays. Et un pays aussi, ça travaille. Mettre des réformes, il n'y a pas petit ou grand pays. Il faut oser. Le Niger qui a osé est allé plus loin que le Sénégal. Donc la Gambie aussi, quelque part, a osé. Parce qu'il s'agit d'attirer des investisseurs. Quand vous avez la fiscalité la plus forte presque du monde, mais vous ne pouvez pas avoir un doing porteur. Soyons sérieux. Quand vous avez le coût de l'électricité le plus fort au monde, mais vous ne pouvez pas avoir un doing attractif. Nos seuls bons points, c'est peut-être notre démocratie, notre social apaisé. Et voilà, mais ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas l'entreprise. Et je crois qu'il faut peut-être revoir même ces concepts-là et comprendre que ce n'est pas l'essentiel pour, en tout cas, les entreprises. Dans le même ordre d'idée aussi, le FMI a annoncé un taux prévisible de croissance de 6,7%. Est-ce que là aussi, réellement, ça reflète le bien, en tout cas le vécu des Sénégalais? Je crois que depuis 2013, quand les deux directions de la statistique avaient sorti des taux de 2,5, et que le lendemain ou le surlendemain, aussi bien le ministre Amadou Ba que le FMI
nous ont, par je ne sais quelle magie, mis dans un taux de 4,5, je crois, à l'époque. Les Sénégalais, en tout cas les observateurs avertis, ont compris que quand même quelque part, il y a anguille sous roche. Et un collègue qui parle de chiffrites à Saint-Louis a raison. Moi, je crois qu'ils ont un objectif d'atteindre les 7% en 2017. Et depuis lors, c'est une arithmétique. Chaque année, c'est un plus, un point. Bon, à la longue, bien sûr, on va atteindre les 7%. Le plus difficile à comprendre, c'est que rien n'a changé. Il n'y a même pas un nouveau projet. Parce que l'aéroport d'Abdoulaye Wade était là. L'autoroute, ce n'est pas une année, c'est depuis 4 ans. Rien n'est nouveau. Je n'ai pas vu un nouveau projet porteur de valeur ajoutée. Et je n'ai pas vu une grande entreprise qui a été créée de la taille de téléphones, ou bien Dangote, ça a duré plus de 5 ans maintenant. En fait, même sur le plan de l'hivernage, ça n'a pas changé. Je crois que depuis presque 2004-2005, le Sénégal est sous la pluie. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire monter comme ça, de façon arithmétique, de 1 point chaque année, quand bien même vous triplez, d'après le ministre de l'Agriculture, votre production agricole, surtout passant presque de 400-500 000 à 1 million et quelques, le 1% presque arithmétiquement ne change pas. Bref, ce sont des chiffres, même si je crois qu'à 5-6%, ce n'est pas très énorme parce qu'en fait, il faut le mettre aussi au niveau de notre économie nationale. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que cette croissance-là dont on nous chante ne crée même pas de stage, pour ne pas dire d'emploi. Ne crée même pas de stage. Mais alors, l'autre peut-être avait raison, ceux qui disaient en tout cas qu'on ne mange pas la croissance ont raison. Moi je crois qu'il nous faut, à partir de ces constats, faire une réorientation des stratégies économiques. Comprendre que quand même ce n'est pas l'industrie extractive, le téléphone, les banques et les assurances pour dire la finance, avec seulement 5% peut-être de la pêche ou 5% de l'agriculture, qui pourront porter quand même l'économie du Sénégal. Je crois qu'il nous faut revoir notre copie, revenir sur le tourisme, repenser la pêche, l'élevage, mais j'ai des craintes par rapport aux APE qui vont entrer. Et par conséquent, si on ne corrige pas en fait le socle de notre économie, on risque demain d'être anéanti complètement, parce que de toute façon, quand on est faible par la technologie, faible par la qualité de notre production locale, même le riz local n'est pas très constant parce qu'il y a un problème donc de production. Donc, si on n'est pas très fort maintenant, si on ne met pas les moyens là où il le faut pour atteindre en tout cas une diversité économique très sénégalaise, où 70% des Sénégalais pourront se mouvoir, il y aura peut-être demain des problèmes face à des géants qui quand même sont sur des niches, parce que le ciment, le téléphone, mais là ça ne tombe pas et ça ne tombera jamais. Ce qui tombera, c'est peut-être des poulets sénégalais qu'on ne va pas aimer ou qui seront très chers. Ce qui va tomber, c'est peut-être une huile sénégalaise qu'on n'aime pas parce que les autres vont nous amener de l'huile et du beurre. Voilà quoi. Donc, je crois qu'une chose, c'est de chanter une croissance, mais une autre chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle une croissance pro-pauvre, une croissance massive, une croissance où on retrouve les 70% des Sénégalais dans leur activité quotidienne, entre la pêche, l'agriculture et les PME, mais pas quand même une croissance voilà, dont on dit aérienne. Moi, je la qualifie comme ça, aérienne, et pour reprendre peut-être un terme d'un économiste, c'est une croissance en tout cas extravertie, parce que les bénéfices, la croissance n'est rien d'autre qu'un bénéfice. Et donc ces bénéfices nous échappent. Ces gens-là, avec le bénéfice, ne prennent même pas une femme sénégalaise. Quand bien même ils devaient se marier, ils vont le faire en Europe. Donc voilà quoi, je crois que c'est une croissance qui nous appauvrit, parce que c'est en fait l'argent des Sénégalais dans le téléphone et dans le ciment,
C'est ce bénéfice de l'argent des Sénégalais qui est rapatrié. Donc, voilà quoi, de type compradorien voilà, Samir Amin. C'est en fait ça. Parce qu'en fait, la différence, c'est que la croissance dans la théorie économique dont il s'agit est une croissance de nationaux qui habitent dans le pays, qui portent leurs entreprises et qui développent les entreprises de façon locale. Ces gens-là non seulement laissent le bénéfice dans le pays, mais ces entreprises-là se développent de plus en plus et chaque développement de ces entreprises-là engendre quand même un recrutement et donc par conséquent des emplois. Nous avons le contraire. Nous avons des étrangers qui sont là, qui ont atteint une limite, voilà quoi, c'est un peu l'apogée, et qui ne peuvent plus grandir, mais qui maintenant se contentent de ramasser seulement de l'argent sans mettre un seul bureau de plus. Finalement, ça c'est tout le contraire de ce que la théorie économique a enseigné pour la recherche d'une croissance, mais nous, ce n'est pas la peine d'aller chercher cette croissance-là de 10 à 20%, parce que de toute façon, en dehors de petites taxes, ça ne nous profite pas. D'autant que l'essentiel de ces entreprises sont exonérées d'impôts. Tout le monde ne paie pas l'impôt sur les sociétés. Et donc, finalement, c'est une croissance quand même qui n'est pas très populaire et qui n'est pas souhaitable. Bon, actualité oblige, le vainqueur des élections présidentielles américaines, c'est Donald Trump. Lui, au plan économique, il prône pour un protectionnisme. Dans cela, réellement, qu'est-ce que l'Afrique attend de en tout cas, de ce protectionnisme américain-là? Pour moi, rien. Parce qu'en fait, c'est un échec, si on peut le dire comme ça, quand, par exemple, on avait élu Barack Obama et que les Africains disaient que oui, c'est un noir. Sa première visite à Dakar, j'avais dit qu'il ne va rien faire. Parce qu'en fait, il était sous le coup de la politique américaine. Il y avait le MCA qui était en cours. Et il y avait le grid commercial là aussi qui était en cours. Donc Obama ne pouvait rien faire. Il fallait attendre en 2015 que s'estompent ces politiques-là pour peut-être qu'on crée autre chose. Peut-être sur le plan de la sécurité, disent certains, et sur le plan commercial, je crois que l'Amérique a été toujours ouverte aux exportations africaines, mais c'est nous qui n'avons pas en fait les moyens de profiter un peu de ce marché américain-là. Franchement, je n'attends absolument rien quand même des États-Unis, quel que soit le président. Moi, je préfère une diplomatie tournée vers les pays arabes qui vous donnent sans compter, une diplomatie tournée vers l'Asie, des pays comme la Chine et le Japon qui vous font ce que vous voulez, même si c'est souvent pas trop la qualité, mais au moins qu'il y ait quand même des investissements réels en lieu et place de quelqu'un qui ne fait que surveiller votre démocratie et vous imposer souvent une police, voilà quoi, ou même à vos frontières. Voilà, je vous remercie, M. Maïssa Babou. Voilà, nous recevons M. Maïssa Babou, professeur d'économie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.